Voici la deuxième partie de mon entretien avec le psychologue Pierre-Éric Sutter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ouais, alors moi je la raconte toujours à mes éco-anxieux et même quand j'interviens, comme je le fais aujourd'hui avec toi, Anthony. J'adore cette histoire que j'ai vue tout simplement dans un des documentaires de Cyril Dion qui est sorti en octobre 2022. C'est un jeune Allemand, il a 9 ans, en 2007, et il se rend compte que la forêt amazonienne, c'est la grande déforestation et que si on continue comme ça, on va tuer le poumon, le plus gros poumon d'oxygène sur la planète qui recrache 25% d'oxygène quand même. Bon. Donc c'est le plus gros puits de carbone de la planète sur les terres émergées. Puisque en fait, le plus gros puits de carbone, ce sont nos océans en fait, hein. Bref, donc il voit ça, il est terrorisé, hein. C'est son gros éco-stress, il se dit il faut faire quelque chose. Et donc dans sa naïveté d'enfant de 9 ans, il a un cri du cœur, il dit bah, quand je serai grand, je planterai 1 milliard d'arbres. Bon, alors la doxa autour de lui, donc son entourage lui dit écoute Félix, retourne à tes devoirs au lieu de dire des bêtises, hein, ça sera plus utile pour toi. Sauf une personne qui est justement son instituteur. On dit plus comme ça, on dit professeur des écoles maintenant, mais peu importe. Et comme on est en Allemagne, l'instituteur lui fait une promesse assez sympathique. Il dit, écoute, Félix, moi, si tu veux, je veux bien t'aider à planter ton premier arbre dans la cour d'école. Puisque en Allemagne, bah, on est chez les Grunes, hein, donc il y a moins de zones artificialisées que dans nos cours d'école hein, en France. Bref, le professeur lui dit, mais tu sais, pour planter cet arbre, ça va être difficile. De quoi tu vas avoir besoin? Alors Félix y réfléchit, il dit, bah, je vais devoir avoir besoin d'un arbre, il va falloir l'apporter, je vais avoir besoin d'un petit camarade pour le faire, voilà. Donc il faut des outils, etc. Et donc il se rend compte que tout seul, il peut pas faire grand-chose, en fait. Et au bout d'un certain nombre de jours, il a planté son arbre et il a une épiphanie, en fait. Félix Finbeiner, il se rend compte que tout seul, il n'a rien pu faire, hein. Donc c'est le proverbe africain, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc sans la force de ses petits camarades, il n'aurait pas pu planter cet arbre. Et surtout, il réalise un truc très important, c'est que sans la caution de l'institution, il n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire planter l'arbre dans les cours d'école. Il se rend compte qu'il y a trois planètes qu'il faut aligner. La planète individuelle, la planète collective et la planète institutionnelle. Et ni une ni deux, ils fondent une ONG qui s'appelle Plant a Tree, qui est l'idée de ce qu'il a vécu, c'est-à-dire de donner un arbre à des enfants pour qu'ils plantent leur arbre dans leur environnement. Et 4 ans plus tard, on le voit à la tribune de l'ONU, à l'âge de 13 ans, donc l'institution suprême, hein, demander des subsides pour financer donc son ONG, donc qui est un regroupement d'enfants qui ont cette même idée de planter des arbres pour sauver la planète. Donc on voit l'alignement, si j'ose dire, industrialisé, l'alignement des trois planètes, individuelle, collective, institutionnelle. Et au bout de 15 ans, c'est pas 1 milliard d'arbres qu'il a planté, mais 14 milliards. Donc on voit bien que, alors tous les arbres ont peut-être pas survécu, mais on voit bien que quand on arrive à aligner toutes ces énergies individuelles, collectives, institutionnelles, qu'on peut faire des choses extraordinaires, comme on l'a fait pour le trou de l'ozone, par exemple. On a réussi à aligner toutes les institutions sous la foi des alertes des ONG qui disaient que les CFC, c'était très mauvais pour l'ozone. On l'a constaté, il y a eu plein de morts à cause de cancer de la peau, surtout sur l'Australie, puisque c'était là qu'était positionné le trou de l'ozone. Et petit à petit, on a pris des décisions au niveau de l'ONU d'interdire les CFC, de les remplacer par d'autres gaz. C'était des gaz qui étaient dans nos frigos, qui étaient dans les pchit là, les aérosols, et qui polluaient l'atmosphère, et d'une façon drastique, puisque ça faisait un trou dans l'ozone, qui est un gaz qui protège des rayonnements du soleil. Et là, c'est la bonne nouvelle, hein. Donc comme quoi il y en a des bonnes nouvelles. En 2070-2080, le trou sera totalement résorbé. Donc on a réussi en un siècle à résorber quelque chose qu'on avait mis en 10-20 ans à abîmer. Non, enfin, donc réparer, c'est toujours plus long que de détruire, hein. Ça, c'est une grande règle d'or. Monter un bâtiment, il faut des mois. Le détruire, on peut le faire en envoyant une bombe sur un immeuble à Kiev. Voilà, donc ça prend une seconde de détruire des choses. Mais construire, c'est long. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à aligner ces trois planètes, et c'est comme ça qu'on peut arriver à voir des échos-témoins qui nous édifient, si j'ose dire, qui nous construisent une espérance et qui nous disent, oui, il est possible de changer les choses, mais il faut s'y prendre d'une certaine manière, et certainement pas en se perdant dans l'agitation émotionnelle
enfin, sur le coup d'une émotion, du sensationnalisme, qui va ne faire que accroître notre incapacité d'agir. Parce que, par exemple, c'est ce qui se passe pour les militants. Et je dis pas qu'il faut pas militer, attention, hein, mais j'ai des patients qui sont militants, qui sont venus me voir en me disant, moi, je n'en peux plus. J'ai essayé de m'investir dans une ONG, mais le problème, c'est que on se fait traiter d'éco-terroristes, on nous emprisonne, on nous envoie d'abord du gaz lacrymogène dans la figure, on nous emprisonne, on nous empêche de militer, et après, on se retrouve avec le casier judiciaire gribouillé de plein de trucs. Ben oui, mais est-ce que vous aviez pensé au fait que vous ayez la ressource ou pas pour faire ce genre d'action? Ah ben non, j'y avais pas pensé. Je me retrouve maintenant complètement dépressif, quoi, parce que avec de l'anxiété permanente, parce que je me rends compte que plus j'agis, moins j'agis, en fait. Plus j'agis dans cette direction, sous-entendu, hein. Et donc, c'est toute la prise de conscience qui est nécessaire de ces ressources avant de se lancer dans l'action. Et ce que je constate chez les éco-anxieux, c'est qu'ils ont envie très vite d'aller dans l'action parce ils sont tétanisés de peur, hein, puisqu'il s'agit de la survie quand même, non seulement de la sienne, mais de celle de l'humanité, de sa vie, mais de l'humanité. Donc ils ont envie d'agir, un peu comme ce que je disais, quand le soldat se retrouve au milieu d'un champ de bataille, il va prendre son fusil, se défendre, même s'il est très humaniste, qu'il n'a pas envie de tuer d'autres personnes. Parce qu'en fait, il tient à sa vie, et c'est un instinct naturel. C'est le vivant qui se défend en fait, hein. C'est pas un humain qui veut en tuer un autre, c'est le vivant qui se défend. Et là, c'est pareil. Quand on a des éco-anxieux qui veulent militer, mais qui n'ont pas réfléchi d'abord comme sous le conseil de Socrate, d'apprendre à se connaître soi-même, hein, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, disait Socrate en lisant l'inscription sur le temple de Delphes. Ça veut dire quoi connaître l'univers et les dieux? Ça veut dire connaître les ressources dont on dispose et ce qu'on va pouvoir faire autour de soi. Les dieux représentant les lois de la nature, il faut d'abord se connaître soi-même et voir quelles sont les lois qu'on a en nous, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les ressources quand on a envie de s'investir, de militer. Si on n'est pas prêt à affronter la police, à se battre avec eux et à supporter les gaz lacrymogènes, il faut surtout pas militer. On peut faire plein d'autres choses. On peut faire du Felix Finbeiner. Alors, à l'inverse, j'ai des patients qui me disent, mais moi, votre exemple de Felix Finbeiner, je le trouve génial, mais moi, je suis nul, je fais juste que des éco-gestes. Je me souviens d'une patiente qui me disait, moi, j'épargne juste 5 litres de flotte avant de prendre ma douche le temps qu'elle chauffe et je mets ça sur mes plantes. Je dis, mais c'est super ce que vous faites, en fait, vous pouvez en faire quelque chose si vous restez pas qu'au niveau individuel. Je dis, mais elle me dit, mais comment? Bah, d'abord, réfléchissons à ce que ça fait. 5 litres de flotte sur une année. Ah oui, ça fait 1,8 tonne. Et je lui dis, et si vous convainquez les membres de votre famille, ah, j'en ai 10, ah bah, 18 tonnes. Et votre immeuble, ah, il y en a 100, ah bah, 180 tonnes. Et si vous militez dans une ONG qui met en place des actions d'économie de l'eau et que vous convainquez 1000 personnes, ça fera combien? Et là, tout d'un coup, bim, elle comprend. Elle comprend qu'effectivement, toute seule dans son coin, elle peut pas faire grand-chose et que c'est important. C'est ça la force de l'animal social que nous sommes aussi. Mais une fois qu'on a reconsidéré ses ressources et qu'on est prêt à s'investir dans une action, un éco-projet comme celui-là, c'est là où on va pouvoir changer le monde. Et c'est, comme le disait Gandhi, change ton regard et tu changeras le monde. C'est l'humilité d'abord de reconnaître qu'on n'a pas toutes les ressources, mais qu'on en a d'autres, et que c'est celle-là qu'il faut mobiliser pour l'environnement. Et c'est comme ça qu'en prenant soin du monde, on prend soin de soi qu'on diminue son éco-anxiété. Hum, génial. Donc, à la lecture de ton livre, je me suis fait la réflexion suivante. En fait, il y a vraiment qu'une manière de se sortir par le haut d'une éco-anxiété, entre guillemets, toxique, c'est d'accepter de changer, comme tu viens de dire. Et je me souviens qu'un sage avait dit un jour, plus votre monde est différent du monde, plus vous souffrez. Donc, l'éco-anxiété, en fait, elle est là pour nous dire, t'as vu que ton monde est tellement éloigné du monde que ça te fait souffrir. Donc, t'as deux voies devant toi, un peu comme les pilules dans Matrix. La voie du retour dans ta vie d'avant, ça c'est la pilule bleue, en retournant dans les habitudes de surconsommation et quelque part d'égoïsme. Ou bien la voie de te réinventer en entrant dans le monde de celles et ceux qui ont compris les impacts de notre mode de vie consumériste extractiviste. Et toi, dans ton livre, si j'ai bien compris, tu rajoutes, en réalité, on n'a pas vraiment le choix. Un peu comme le papillon, une fois qu'il a mué, n'a pas le choix de redevenir une chenille. Il doit s'épanouir dans ce beau papillon qu'il est devenu. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir, je trouve. Ouais, mais là, tu viens de résumer ce qu'on vient de se dire sur la doxa, c'est-à-dire que la pilule bleue, c'est le monde d'avant, et la métanoïa te fait prendre conscience que c'est pas possible de rester dans ce monde-là, qu'il faut muter, hein, comme la chenille devient effectivement le papillon, muter vers le monde d'après. D'ailleurs, on avait eu cet aperçu-là avec le Covid, il y avait plein de gens qui s'étaient dit, mais l'essentiel est-il vraiment d'avoir un bullshit job
de gagner sa vie pour la perdre. Et tout d'un coup, on avait eu cette prise de conscience que le monde consumériste nous emmenait vers des choses qui sont pas forcément l'essentiel. Et est-ce que l'essentiel, c'est pas juste de bien respirer, bien boire, bien manger, bien vivre, mais dans une sobriété heureuse, comme le disait Pierre Rabhi, c'est-à-dire l'essentiel. Il n'y a pas besoin, comme le disaient déjà les épicuristes, les épicuristes, pardon, parce que l'épicurien, c'est le dévoiement Hmm. vers l'hédonisme de l'épicurisme. Je disais, bah, il suffit juste de boire de l'eau et de manger du pain pour être heureux. Il n'y a pas besoin de s'enivrer de vin, de mets fins. Il n'y a pas besoin du pouvoir, de l'argent et tout ça pour avoir une vie bonne et une vie heureuse. Une vie sobre suffit à ça. Et tous les grands sages le disent, hein. Bon, alors, on n'est peut-être pas tous appelés à être des grands sages, mais quand on a compris que la vie bonne, c'est pas le consumérisme, mais la vie qui protège la planète pour faire perdurer ce que le vivant nous apporte en termes d'externalités négatives, c'est-à-dire gratuitement et tout le temps, de l'air frais, pur, que nous nous évertuons à polluer. Il suffirait d'arrêter de polluer pour que la vie redevienne bonne et que les conditions d'une vie soient bonnes aussi pour les générations futures et pas seulement que pour nous. Donc, ça veut dire qu'il faut changer d'état d'âme, d'état d'être, et arrêter de penser que c'est en achetant toujours plus que la vie sera meilleure. On voit bien que les maladies, les maladies se développent de plus en plus avec le consumérisme, hein, l'obésité, les maladies psychiques. À force de prendre des tas de médicaments, on prend des médicaments pour contrer les autres médicaments, qui fait qu'on va reprendre d'autres médicaments et on rentre dans un cercle infernal. Alors que manger une bonne pomme tous les matins, hein, comme le disent les Anglais, nous éloigne du docteur. Donc, il suffit d'avoir des aliments sains, comme on le faisait avant, hein. Il n'y avait pas besoin d'être un bobo par rive gauche pour avoir un marché. C'était à portée de la main. Alors, l'espérance de vie était peut-être un peu moins longue. Donc, on pourrait dire que le progrès aussi a des avantages. Donc, en fait, si on arrivait, moi, c'est mon rêve, hein, à marier tous les avantages du progrès et du consumérisme avec tous les avantages d'une vie sobre, on serait au paradis, hein. Est-ce que c'est nécessaire de consulter ou est-ce qu'on peut prévenir l'éco-anxiété trop intense tout seul? Oui, bien sûr. Heureusement qu'on a ce pouvoir en nous, hein. Mais il faut bien se documenter et auto-évaluer son éco-anxiété. Donc, il y a maintenant un outil qui permet de le faire. Il y a certains niveaux d'éco-anxiété qui, comme je le disais, jusqu'au fait d'être moyen, hein, moyennement éco-anxieux fait qu'on peut le faire tout seul, mais en recourant, je dirais, à des groupes de parole. Donc, en fait, on le fait pas tout seul, on le fait avec les autres. Tandis que quand on est fortement ou très fortement éco-anxieux, ce qui correspond à 10% de la population, là, il y a une menace à la santé mentale et on peut pas le faire tout seul, s'il faut être accompagné, hein. C'est comme quand on dit, je sais pas, quand on se casse la jambe, on peut toujours essayer de la réparer tout seul, mais c'est quand même mieux d'avoir un orthopédiste qui va nous faire la réduction et nous mettre un plâtre, il saura mieux le faire que nous, plutôt que d'essayer de se coller un bout de bois le long de la jambe. On peut y arriver, mais on risque d'avoir des séquelles derrière, hein, mal marcher jusqu'à la fin de sa vie. Parce que les spécialistes, les experts ont des connaissances qui permettent d'aller plus vite à deux plutôt que de croire, d'avoir l'illusion qu'on va y arriver tout seul. Hmm. Hein, c'est toujours la même histoire, c'est tout seul on va plus vite, mais à deux, à plusieurs on va plus loin. Mais attention aussi au syndrome du pseudo-expert, hein, même s'il a une blouse blanche, qui croit tout savoir et qui n'y connaît rien. Donc il faut. Alors nous, en psychologie, c'est ce qu'on dit à nos patients. Nous sommes deux dans l'instance thérapeutique, hein. C'est-à-dire que c'est pas le sachant d'un côté qui est le praticien et le malade, le pseudo-malade de l'autre côté qui n'y connaît rien. Non, non, non. Nous, en psychologie, on dit toujours que nous sommes deux à être dans l'instance thérapeutique. C'est-à-dire que on n'a pas de pilule pour donner du sens au travail ou du sens à la vie, hein. C'est en fonction de ce que la personne apporte comme attente, comme désir, comme manifestation de son être dans le monde qui va être déterminant pour pouvoir cheminer ensemble et, euh, et comment dirais-je, trouver ce dont le patient a besoin. Et moi, très souvent, j'utilise cette métaphore suivante pour faire comprendre aux patients que on est à deux cheminées. Je leur dis, moi, vous êtes comme un, quelqu'un qui voudrait escalader une montagne et puis qui a essayé de le faire tout seul, qui n'est pas arrivé. Il a essayé de la contourner, de trouver un chemin, puis c'était broussailleux, rocailleux, ça n'a pas réussi. Il vient voir un guide de haute montagne parce qu'il sait que les guides connaissent ces montagnes. Et le guide de haute montagne, il va pas lui dire passer par là ou par là. Il va aller avec lui sur la montagne, hein. Mais il va pas aller à son pas à lui. Il va se mettre au rythme de celui qui l'accompagne pour monter la montagne.
Tout le monde veut aller au sommet de la montagne, mais il y a 1000 chemins, comme le disait Bouddha, hein, un sommet, 1000 chemins. Et le chemin qui correspond, c'est celui qui va aller à la personne. Il n'y a pas un chemin tout tracé. Enfin, il y en a toujours, mais cela, c'est pour les touristes. Celui qui veut vraiment escalader la montagne pour se dire j'ai vaincu la montagne, c'est pas en le faisant avec un hélicoptère ou en prenant les chemins Oui. tout tracé. Donc voilà, le guide l'accompagne, il l'accompagne en allant à son pas, à son rythme. Quand il y a des aléas météorologiques, ben, ils vont changer de chemin. Donc des fois, on est surpris, mais on ne suit pas la route qu'on pensait prendre. Et donc on va y aller. À chaque fois, en fait, on va se poser la question de quel est le meilleur chemin pour aller au sommet. Mais ça, ce qui est sûr, c'est qu'on va toujours vers le sommet. Et puis après, une fois qu'on arrive au sommet, eh ben, on redescend ou on va escalader une autre montagne. Ouais, c'est une belle image. Tu écris dans ton livre qu'il est ressorti d'une étude sur l'éco-anxiété parue dans The Lancet que 39% des jeunes interviewés se questionnent sur l'option de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que cette étude s'adressait uniquement à des jeunes Américains ou est-ce que c'est une tendance qu'on retrouve partout sur la planète? Et la question que je me pose en filigrane, c'est est-ce que l'éco-anxiété, c'est un truc de pays riches? Alors déjà, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle s'adressait à 10 pays. Il y avait 6 pays dits en voie de développement et 4 pays dits riches, ou à moins que ce soit l'inverse, je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, ce qui était certain dans cette étude, c'est que les éco-anxieux, c'était les plus éco-anxieux, c'était ceux des pays dits pauvres. Donc ça n'est pas, en tout cas dans cette étude et avec ces pays-là, ça n'est pas ce que montre cette étude. Elle montre exactement le contraire. Pourquoi? Parce que tout simplement, très souvent, hélas, sont les pays pauvres qui trinquent des méfaits des pays riches. C'est-à-dire que au Bangladesh, hein, qui est considéré comme un pays en voie de développement, l'eau monte. Hein, et c'est pas du fait des émissions de gaz à effet de serre du seul Bangladesh, hein, c'est des émissions à effet de serre des gros pays pollueurs. C'est pas le Bangladesh à lui tout seul qui projette autant de gaz à effet de serre. Pourtant, c'est comme Tuvalu, hein, les îles de Tuvalu, on en entend souvent parler dans les COP parce que ils essayent de sensibiliser les pays riches au fait que eux, ils sont même pas 1 million d'habitants sur cette île. Leur terre est en train de disparaître parce qu'elle est submergée par les flots. Parce que l'eau monte et que c'est le principe du vase, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si on est au bord du niveau de la mer, à quelques centimètres de hauteur, il suffit de pas grand-chose pour que la terre soit submergée et en tout cas que les nappes phréatiques soient totalement envahies par les eaux saumâtres. Et c'est ce qui se passe aussi au Bangladesh. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont directement atteints par les problèmes environnementaux et c'est pas juste une projection dans l'avenir. Alors ce qu'on pourrait distinguer peut-être de nos pays, c'est que on a moins d'atteintes directes, bien que ça commence à se cumuler quand même, hein, aussi bien au niveau des canicules que des phénomènes, enfin des extrêmes climatiques qui sont que pas que les canicules, mais aussi les trop-pleins d'eau. On le voit arriver de plus en plus dans nos pays. On est en train d'arracher des vignes du côté de Perpignan, bon, même si on en replante dans les Hauts-de-France, puisque les choses se décalent, hein, on est en train de tuer des professions entières à cause des problèmes environnementaux, ce qui fait que les gens deviennent pauvres dans les pays riches. Donc, ouais, tu vois, c'est que en fait, les choses bougent à une vitesse gigantesque. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser seulement avec cette catégorie-là de pays riches, pays pauvres, parce que tout le monde va être touché, hein. Mais en fait, va pas être touché de la même manière. Par exemple, dans les pays comme les nôtres, qui sont des pays donc, de climat tempéré, le climat se réchauffe beaucoup plus vite. En fait, il y a un rattrapage, si j'ose dire, hein, de la moyenne des températures et qui va nous affecter beaucoup plus que certains pays qui ont l'habitude de gérer le soleil, comme par exemple les pays du Maghreb, où ça se réchauffe aussi, mais où la proportion de réchauffement est moindre, puisqu'ils ont l'habitude de connaître plus que nous les chaleurs, hein. Par exemple, il y a une étude qui dit que si on continue comme ça, il va faire aussi chaud à Lyon qu'à Alger aujourd'hui, hein. C'est vivable Alger aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, c'est quoi qui pousse autour d'Alger? C'est des dattes, c'est des figues, etc. Nous, c'est quoi qui pousse? C'est des pommes de terre, des poireaux, des pommes, des poires. Et si on ne prend pas la mesure de l'enjeu qui consiste à remplacer tous ces végétaux qui nous nourrissent avec des végétaux qui sont capables de supporter les températures d'Alger, ben on n'aura rien à manger, hein. D'ailleurs, on dit plus 2 degrés maximum, tout ça, mais ça veut dire plus 3 degrés en fait en France. Parce que la géographie fait que ça se réchauffe plus en France qu'ailleurs. Exactement. Et toi-même, t'es passé par une phase d'éco-anxiété.
de ce que j'ai compris. Est-ce que tu te souviens s'il y a eu un déclic qui t'a rendu éco-anxieux et comment tu Ouais. as vécu cette période-là? Ouais, ouais, tout à fait. C'est donc au début, je commençais à avoir des premiers patients en 2016, comme je le disais tout à l'heure, et je comprenais pas ce que me racontait la patiente. Notamment, elle me parlait, ma première patiente, hein, qui me parlait, elle m'a dit comme ça un jour une phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit, bon, en plus, parce qu'elle venait me consulter, parce qu'à l'époque, j'étais spécialiste sur la souffrance au travail, je suis aussi psychologue du travail, et donc en tant que psychothérapeute, je me disais, ben, ce que je connais le mieux, c'est la souffrance au travail, donc je vais me spécialiser sur le burn-out. Et elle venait donc consulter pour un burn-out. Donc elle me disait, voilà, en plus de l'effondrement intérieur que me fait vivre mon burn-out, je dois subir l'effondrement du monde à l'extérieur de moi. Donc c'est double peine. Je la regarde et je dis, de quoi vous me parlez? Parce que je n'étais pas au courant de ce que c'était que l'effondrement du monde. Et puis je lui dis même, en regardant par la fenêtre, comme le font, comme je disais, me le disaient mes patients, comme le font les praticiens qui sont pas au courant, bah, je regarde par la fenêtre, je dis, bah, le monde, il a l'air d'être bien là, bien en place. Alors c'était dans mon cabinet parisien à l'époque du 6e arrondissement, donc j'étais vraiment bobo à fond, Hmm. hein. J'assume parfaitement et mea culpa. Et donc, eh ben, il me dit, je vais vous donner un livre à lire, parce que je crois que vous n'avez pas les bonnes lunettes pour lire Le Monde. J'avais pas les bonnes lunettes, j'avais pas fait de métanoïa, j'avais pas fait de prise de conscience. J'étais informé, hein, j'avais un Vélib, j'allais au marché bio, etc. Mais j'avais pas pris conscience de toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'on peut être écolo idéologique, mais pas écolo métanoïé, si j'ose dire. Ou éco-métanoïé. D'ailleurs, on parle d'éco-métanoïa dans notre ouvrage où j'en ai parlé, qui est comment n'ayez pas peur du collapse, que j'ai écrit en 2020 avec Loïc Stéphan, un économiste. Et donc, je lis ce livre, Comment tout peut s'effondrer, donc de Pablo Servigne, qui venait de sortir un an avant, hein, en 2015. Et là, je me dis, bon sang, mais donc on est en 2016, fin 2016, hein, je me dis, c'est quoi ce délire, quoi? Tout est en train de s'effondrer, donc voilà, ça commence à percoler. Et en fait, le moment fondateur, le Oh my God point, comme dit Pablo Servigne, hein, c'est quand on se dit, oh là là, mon Dieu, tout va mal. Euh, c'est l'été d'après, en 2017, où une amie qui nous donne régulièrement, la sœur d'une amie qui nous donne régulièrement les pots de miel de sa ruche, nous dit, ben, cette année, je vais pas pouvoir vous en donner. Alors on lui dit, ben, quoi, on a été méchant avec toi? Non, non, pas du tout. C'est parce que 8,5 sur 12 de mes ruches sont mortes. Je dis, quoi? Bah, elle me dit, t'as pas entendu parler des néonicotinoïdes? Je dis, ah non, pas du tout, c'est quoi? Bah, c'est des polluants elle habitait dans la banlieue de Rennes, enfin, dans le pourtour de Rennes, que les agriculteurs autour de chez moi épandent sur leur culture et ça tue mes abeilles. Je dis, ah bon? Et tout d'un coup, je me souviens d'un souvenir, d'une citation d'Albert Einstein, qui est fausse d'ailleurs, hein, mais qui m'avait marqué, qui est que je donne pas plus de 4 ans à l'humanité si les abeilles meurent. Et je me dis, ah ouais, en fait, le mécanisme qui se passait dans ma tête, c'est les abeilles pollinisent gratuitement les fruits et les légumes pour nous. Donc, s'il n'y a plus ça, on aura beaucoup, beaucoup d'ennuis pour arriver à se nourrir. Et puis, je me renseigne, effectivement, je me rends compte qu'au Sichuan, en Chine, c'est déjà le cas. Il y a déjà plus d'abeilles, ils pollinisent à la main, mais chez nous, personne ne veut le faire. Et là, je me dis, waouh, on est quand même mal barré. Et c'est comme ça qu'est venue mon éco-anxiété. Et toute la pelote s'est déroulée. Et ce que ma patiente m'avait permis de faire percoler en me faisant lire ce livre où effectivement on voit des effondrements de la biodiversité, des ressources, du climat, documentés très très bien par Pablo Servigne, qui est un scientifique lui-même, même s'il a été remis en cause et critiqué parce que sa méthode n'est pas forcément super scientifique. Il a collé des choses, des paradigmes qui sont pas forcément, qui devraient être collés ensemble, mais en tout cas il a trouvé un truc transversal, c'est que tout le monde parlait d'effondrement dans chacune de ces sciences. Je me suis dit, waouh, tout fait système là. En fait, tout est en train de faire système. Et donc, comme ce que tu disais par rapport à la myopie, j'étais myope. Et tout d'un coup, j'ai vu près de moi les abeilles mourir. Et tout d'un coup, ça m'a redonné la vue, si j'ose dire, hein. Et tout d'un coup, j'ai vu grand. J'ai vu avec la bonne focale ce qui était en train de se passer au-delà de mon petit périmètre très égoïste d'humain, mais au-delà au niveau de la biodiversité de la planète et qui en fait euh, et par système de cause, par un système causal en boule de neige, revient vers nous en fait. Et j'ai compris en fait que c'était l'humanité qui était menacée et pas la planète en fait, et que c'était à nous sortir du pétrin dans lequel nous nous étions mis et qu'il était urgent d'agir, mais pas de façon désordonnée. Et moi, je me suis beaucoup posé de questions sur comment il fallait que je bâtisse mon éco-projet.
Et je me suis appliqué à moi-même ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait ce que Socrate nous a tous enseigné, connais-toi toi-même. Je me suis dit, c'est quoi, moi, mes compétences? Je m'étais dit, allez, je vais faire un jardin partagé, nanana. Je me suis dit, j'ai fait l'écolo bobo, mais ça marchait pas. Parce que je me suis rendu compte que j'avais aucune compétence, puisque je suis un urbain, hein. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi mes compétences? Bah, c'est de faire émerger les éco-projets de chacun des éco-anxieux qui viennent à moi. Et là, je serais beaucoup plus fort en démultipliant ces éco-projets, en leur permettant de le faire, en permettant à tous ces éco-anxieux de le faire. Et puis je me suis dit, il faut aussi que je milite dans le sens d'informer les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que je me suis mis à non seulement à monter la maison des éco-anxieux, mais aussi l'Observatoire de l'éco-anxiété qui nous a permis de publier le premier état des lieux grâce au soutien de l'ADEME sur l'éco-anxiété en France et de faire prendre conscience aux pouvoirs publics qu'il y a un éco-anxieux sur 10 en France qui est menacé dans sa santé mentale, et ça tombait l'année de la santé mentale. Donc c'est aussi jouer aussi avec toutes ces choses institutionnelles qui sont importantes, que je découvre, hein, parce que moi j'avais aucune raison de m'investir dans les institutions, mais qui font qu'on doit donner du grain à moudre aussi à ceux qui nous dirigent, à nos politiques, et nous avons cette responsabilité, et nous avons ce pouvoir d'agir que d'alerter les pouvoirs publics aussi à notre petit niveau. Et donc, les trois planètes dont je parlais tout à l'heure, la planète individuelle qui est d'agir à mon niveau, qui est mon propre éco-projet, qui est de développer les éco-projets des autres, c'est aussi d'être dans la planète du dessus, qui est les collectifs, hein. Donc non seulement au niveau des éco-projets de mes patients éco-anxieux, mais aussi grâce au site de la Maison des éco-anxieux, et derrière d'aligner ça avec le niveau institutionnel. En devenant expert sur l'éco-anxiété, je donne à voir des choses que je crédibilise par mon expertise et qui permet j'ai été consulté par exemple par le Sénat en 2024, ils ouvraient des soucoupes et ils étaient eux-mêmes très inquiets. La seule chose la vraie question qu'ils m'ont posée, c'est comment on peut faire pour que les enfants que nos enfants éco-anxieux aient envie d'avoir des enfants, parce ils connaissaient cette étude que tu m'as citée, comme quoi 39% des Français de 15 à 25 ans ne veulent pas avoir d'enfants et qui est inquiétant pour les représentants de la nation. C'est vraiment inquiétant parce que c'est tout notre système qui repose sur le fait que les générations se reproduisent. Hein, on peut se souvenir du réarmement nataliste que voulait à l'aide de ses voeux notre cher président il y a quelques mois ou quelques années. C'est important pour une nation qu'elle perdure. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, les éco-anxieux se posent la question de se reproduire. Alors c'est assez contradictoire avec le fait comment dirais-je, de faire passer le vivant entre eux alors qu'ils le défendent. Et ils sont porteurs du vivant, mais il y a aussi le fait qu'on est des humains, et ça c'est l'existentialiste en moi qui va le dire, hein, qui avons le choix de décider, de ne pas décider. Et de ne pas décider, c'est décider de ne pas décider. Donc c'est une décision. Et de ne pas avoir d'enfant par rapport c'est une forme d'exercice de sa responsabilité par rapport aux dangers et aux enjeux qui nous menacent dans les années à venir, mais c'est aussi refuser toute expérience. Donc tant que le futur s'est pas actualisé dans le présent, on peut pas savoir si les prédictions qu'on fait vont arriver, même quand bien même celles des scientifiques se sont toutes réalisées jusqu'à présent, et même en deçà d'un certain seuil qui est la mesure de leur prudence, parce que les scientifiques sont des gens très prudents, et ils n'affirment pas des choses péremptoirement, comme par exemple le président des États-Unis, comme quoi tout ça, ça serait une vaste blague. Un canular. Voilà. Donc on a à chaque fois, quand on est face à cette nécessité, par exemple, de faire un enfant, parce que tu m'avais questionné dessus, j'y reviens, c'est important, on a toujours cette double tension entre je suis représentant du vivant, donc il faut que je joue mon rôle de transmission de la vie, hein, en tant que vivant, être vivant, comme les autres, et je peux pas non plus vouloir l'extinction de l'espèce humaine, quand bien même elle fasse du mal, c'est aussi une espèce du vivant, et en même temps, j'ai mon choix, mon libre arbitre qui doit s'exercer en responsabilité, et est-ce qu'il est vraiment responsable de faire des enfants? Et j'ai cette discussion avec mes patients, et parfois, ils décident d'avorter. Il y a des femmes qui avortent. Voilà. Ils disent non, je peux pas assumer cette responsabilité. Et puis d'autres qui disent, bah, j'assume. Si c'est pas moi, éco-anxieuse, qui porte un enfant que je vais bien éduquer pour qu'il change la majorité passive, qui va le faire? Donc, bah, je fais un enfant. Mm. Voilà. Et ça, et c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce choix, il y a que les personnes, enfin, il y a des hommes aussi, hein, qui décident de pas avoir d'enfant, mais ils les portent pas. Donc c'est une petite subtilité du vivant qui fait que c'est peut-être plus facile pour eux d'avoir des avis un peu péremptoires. Mais en tout cas, c'est un vrai questionnement qu'ils ont dans le secret de nos échanges, et qui va dans un sens ou dans l'autre. Alors,
peut-être que la bonne nouvelle, c'est que ça va plutôt souvent dans le sens de la vie et dans le sens du vivant, mais il y a des moments où c'est pas le moment. Donc, et heureusement, le vivant peut se reproduire à plusieurs reprises, et ces femmes qui veulent pas un enfant à tel moment, elles le voudront sans doute après. Si, bien sûr, elles ont envie et qu'elles veulent exercer cette responsabilité de transmettre le vivant dans les années à venir. Et toi, à titre personnel, je sais que tu as utilisé l'art et la spiritualité pour retrouver une certaine paix intérieure suite à ton éco-anxiété. Donc notamment, tu as composé une œuvre qui s'appelle Requiem pour les temps futurs, que tu qualifies d'œuvre d'éco-anxieux pour les éco-anxieux. Est-ce que tu voudrais bien nous parler un peu plus en détail de ce projet? Oui, tout à fait. Alors, à mes heures perdues, je suis musicien. Je me suis posé la question un jour de devenir musicien professionnel, puis je suis devenu psychologue. C'est une autre façon de faire de la musique, la musique des sphères psychologiques de nos congénères. Et pour moi, la spiritualité, c'est être à l'écoute du plus grand que soi. Et moi, j'en vois trois de plus grand que soi. Comme je suis jungien, je vois d'abord le soi à l'intérieur de soi, hein, qui est cette espèce de potentiel de développement de soi par-delà l'ego, hein, et donc les illusions du réel. Et donc c'est justement, chez les existentialistes, c'est fait que l'être se manifeste dans l'existence, hein. Donc c'est faire le pari de qu'un jour on sera plus grand que demain, on sera plus grand qu'aujourd'hui, hein, donc par le développement de son être. Le deuxième plus grand que soi, c'est l'autre que soi, justement, on en a beaucoup parlé, hein. Et l'autre que soi, c'est faire le pari que l'être de l'autre va se développer de façon parallèle à notre être, et donc va pouvoir aussi nous rendre un peu moins stupides que quand on l'est individuellement dans nos petites passions tristes. Et c'est pour ça que quand je parlais des groupes de parole tout à l'heure, c'est très important de s'appuyer sur l'autre que soi, qui est un plus grand que soi. Et on sait très bien que l'union fait la force, que sans les autres, on va moins loin. Et enfin, le troisième plus grand que soi, c'est la nature en soi avec ses lois et tout ce qui nous entoure. Que nous sommes dans la nature comme la nature est en nous, hein, ça, on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est une donnée de l'être humain. Et nous sommes régis par des lois très simples, hein. Si tu dors pas pendant 3 nuits, toi tu l'as bien connu et l'aviation l'a bien compris, il faut dormir, hein, sinon on est beaucoup moins efficace et on peut faire des bêtises. Et donc, si on dort pas, si on décide de pas dormir, bah, on transgresse des lois de la nature et ça va beaucoup moins bien pour nous, hein, pour le vivant que nous sommes. Donc voilà, pour moi, c'est ça, la spiritualité, ça se matérialise par ces trois plus grands que soi. Après, on peut regarder aussi les lois de l'univers, hein, qui sont très intéressantes, et puis cette merveille, si j'ose dire, technologique de précision qu'est l'univers, hein, qui est une explosion qui continue de s'harmoniser, puisqu'on part du Big Bang, hein, le scientifique nous le dit, et qui s'harmonise en une espèce de grande bulle qui croît toujours, mais en faisant perdurer des lois incroyables dans nos galaxies, nos planètes, etc. Et là, après, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un Dieu derrière? Ou ça, c'est pas mon propos, et à la limite, ça ne regarde que moi si j'y crois ou si j'y crois pas, parce que ne pas croire en Dieu comme croire en Dieu, c'est une croyance et c'est indémontrable, et il n'y a rien de scientifique dans tout ça. Donc, ça reste de la foi pour les non-croyants comme pour les croyants. Et ça ne nous regarde pas. Donc, du coup, quand j'ai été anxieux et que j'étais musicien, je me suis posé la question de qu'est-ce que je peux faire aussi comme geste autre que professionnel. Et je me suis dit, ben, dans mon être à moi, il y a le désir de communiquer par l'art, par la beauté, hein, comme le dit brillamment Dostoïevski, sauve la beauté, sauvera notre monde. Donc, je me suis dit, il y a une contribution possible par l'art. Et l'art interpelle toujours, hein, c'est quelque chose alors parfois de façon un peu salace, mais on peut interpeller par du beau plutôt qu'en faisant des concrétions de son caca, comme le font certains. Moi, j'ai décidé plutôt de faire de la musique et un requiem, et j'avais failli faire une thèse sur les requiems parce que c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à mon métier de psychologue, puisque le requiem part de l'angoisse de finitude. Et un requiem, c'était à l'époque d'avant la science, une façon de répondre à l'angoisse de finitude des humains, hein, et notamment avec une espérance, comme on le sait, sur une vie après la mort. Évidemment, c'est pas ça qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que racontent les requiem en termes d'espérance? Est-ce qu'il y a une vie après notre monde? Ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, sur le monde d'aujourd'hui, consumériste, et le monde d'après. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce monde d'après, cette espérance vers laquelle on pourrait se tourner, et de sensibiliser nos contemporains par la musique avec quelque chose qui est une messe, hein. C'est un peu provocateur d'utiliser une messe des morts pour parler de ce pas de côté qu'il faut faire pour passer du monde d'aujourd'hui qui est consumériste et qui nous amène vers la mort, justement, euh,
vers un monde plutôt fait d'espérance qui aura changé, qui aura transmuté et qui aura réussi sa révolution de la sobriété heureuse. Et donc le titre et la réponse en fait à cette question, Requiem pour les temps futurs, avec un point d'interrogation, hein, il faut jamais l'oublier, le point d'interrogation, c'est si on continue à être dans ce monde consumériste, c'est sûr, on va aller vers beaucoup plus de morts et probablement la fin de l'humanité, alors que si on prend ce virage nécessaire qui est de changer nos façons de faire, mais profondément, radicalement. Je vais donner une métaphore après. On pourra aller vers autre chose que Requiem pour les temps futurs. Donc c'est une œuvre d'espérance très provocatrice et j'ai marqué sur la pochette, peut-être que tu l'as pas vu parce que aujourd'hui les pochettes de CD sont beaucoup moins accessibles en ligne que si on les achète. J'ai marqué nos futurs parce que quand j'étais jeune, j'étais punk et j'étais euh, assez sensible au problème de la doxa déjà, adolescent, et sur le fait qu'elle nous impose des modes de pensée qui nous empêchent de penser large et de penser de façon ouverte. Et donc l'antienne des punks, c'était nos futurs. Mm. Et ce nos futurs, il est effacé. C'est-à-dire que c'est ça la trace de l'espérance. C'est-à-dire que si on arrête de penser comme la majorité passive, on peut être une minorité active qui va emmener la majorité passive vers un autre monde. Et cette fameuse sobriété heureuse que j'appelle de mes voeux. Et donc, je donne souvent une, une métaphore pour dire que moi, je suis pas dans l'espoir, mais dans l'espérance, parce que l'espoir, il est souvent douché de déception. Et je donne l'histoire d'un agriculteur qui a planté ses plantes et voit que malheureusement, dans son champ, il y a une canicule qui est en train d'assécher les plantes. L'espoir, c'est de dire, j'espère que demain, il va pleuvoir. Et malheureusement, quand on est en période de canicule, ça marche pas en fait, hein. Très probablement, le plus souvent, ce qui se passe, c'est que, hélas, les plantes sont totalement asséchées. Donc, qu'est-ce qu'il fait en général? Il fait ce que font les consuméristes, c'est qu'il va piocher dans la rivière, il va assécher la rivière pour pas assécher son champ, et donc il reste dans ce mode consumériste de productiviste de culture des plantes. Alors que celui qui est dans l'espérance, c'est l'agriculteur qui va se dire, ça sert à rien d'attendre qu'il pleut, ça sert à rien d'assécher la rivière parce que c'est en train de foutre en l'air tout le système, le biosystème autour de moi. Il est peut-être maintenant temps que je change de mode d'exploitation de mes plantes et que je passe à la permaculture parce que je me suis rendu compte que la permaculture était 30 fois plus productive que l'agriculture extensive. Et donc, mon espérance, c'est que je puisse vivre avec moins d'eau plus tard si je passe en permaculture et si j'arrive à le mettre en œuvre. Et on se rend compte que quand on passe en permaculture, on a besoin de beaucoup moins d'eau et qu'on arrive à l'abondance que la nature est capable de nous donner si nous nous allions à elle. Et quand je parlais tout à l'heure du plus grand que soi qui est la nature, comprendre les lois de la nature, c'est comprendre qu'il faut s'allier avec elle pour arriver à revenir à une abondance. Parce que la nature est incroyable quand on s'allie avec elle. Je donne un exemple. En 1965, on a fait tuer tous les thons de la Méditerranée, tous les thons rouges. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est allié en fait aux lois de la nature en analysant comment fonctionnaient les thons, comment ils se reproduisaient et quand est-ce qu'on pouvait faire de la ponction. Donc, grâce à notre intelligence et à l'autre que soi, hein, donc au plus grand que soi en soi et à l'autre que soi, on peut arriver à s'allier aux lois de la nature et à faire en sorte qu'on recrée l'abondance parce que c'est ce que fait un jardin en fait, hein. Un jardin, c'est éviter que les plantes poussent n'importe comment et sans intention. Et l'homme met une intention dans la nature et en mettant une intention dans la nature, il arrive à l'abondance. Et c'est ça la sobriété heureuse. C'est ce que dit d'ailleurs Pierre Rabhi, hein, puisque lui, il a cultivé des pierres très arides, des terres pardon très arides quand il arrive en France, dans l'Ardèche. Et en observant la nature, c'est-à-dire en la contemplant, en comprenant, c'est pas juste observer et regarder, c'est juste voir à l'intérieur plutôt que voir à l'extérieur. C'est voir les lois qui régissent la façon dont poussent les plantes. Ça, c'est l'être humain qui est capable de ça. Parce que l'être humain, c'est le seul animal qui est capable de regarder un soleil le soir en s'extasiant, hein. Il n'y a aucun lapin ou chien ou chat qui le fait. Mais lui, il est capable de ça. Seule la beauté sauvera le monde, hein. Donc, il est capable de comprendre la beauté du vivant et de comprendre comment il faut s'allier avec le vivant pour arriver à transformer nos habitudes. Parce que nous, les êtres humains, on est un peu feignants, on aime bien nos petites habitudes. Mais quand les conditions de nos habitudes ne sont plus là, il faut changer nos habitudes pour se réadapter aux nouvelles conditions du monde. Et aujourd'hui, si je reprends mon exemple de l'agriculteur, hein, sa seule espérance, c'est d'arriver à transformer son modèle agro-consumériste et techniciste en un modèle de la permaculture. Il va étager les plantes d'une certaine manière pour pouvoir faire de l'agriculture intelligente et productive, mais avec moins d'eau. Et c'est comme ça qu'on passe de l'espoir à l'espérance. C'est en changeant notre modèle et en sachant
s'allier avec la nature plutôt qu'en s'opposant à elle et en la détruisant. Hmm, génial. Quel est ton regard sur l'IA? Est-ce qu'elle va améliorer les choses ou faire empirer le problème de l'éco-anxiété? Quand j'étais plus jeune, j'ai monté une start-up. Je suis un psychologue qui a mal tourné dans les années début 2000. C'était même un peu avant, c'était à la fin du XXe siècle. Je suis un papy boomer, un papy start-upper, pardon, parce que je suis pas un papy boomer, je suis un papy start-upper. Et donc j'ai monté une start-up en 1999. À l'époque, j'étais psychologue du travail, je faisais beaucoup de recrutement pour des entreprises de télécom. Et on manquait tragiquement de compétences, mais on était inondé de candidatures. Et tout d'un coup, Internet est arrivé. Et là, c'était génial parce que je pouvais toucher des gens qui étaient dans le monde entier, puisque je recrutais sur des pays internationaux, et c'est très compliqué par le courrier. Et j'ai découvert la potentialité d'Internet. Maintenant, quand je raconte cette histoire, tout le monde me regarde en rigolant parce que tout le monde sait ça. Et aujourd'hui, on est au même niveau avec l'IA, avec un degré on va dire, de technicité beaucoup plus grand, hein. Aujourd'hui, l'IA, et alors je reviens à mon histoire, c'est que tout d'un coup, les gens se sont rendus compte avec Internet qu'on pouvait toucher les gens, mais tout d'un coup, ça ouvrait les vannes et qu'on recevait énormément de candidatures. Et les recruteurs se sont retrouvés submergés à nouveau par des candidatures, alors que moi, je me disais, mais en fait, ce qui est génial dans la technologie, c'est que si on l'utilise bien, si on s'allie bien avec elle, si on analyse bien les lois par lesquelles elle est régie, la technologie, on devrait externaliser tout ce qui est processus administratif qui sont très consommateurs de temps. À l'époque, je passais 80% à traiter du papier et en voyant l'Internet arriver, je me suis dit, ben, en fait, ce 80%, c'est Internet qui va le gérer. J'aurais plus besoin d'ouvrir des courriers, de mettre des timbres, sachant que j'avais des assistantes qui le faisaient, donc elles n'avaient pas un métier très intéressant. Et donc, en externalisant, en passant de 20% de traitement administratif, je me recentrais sur les 80% qui étaient essentiels, c'est-à-dire écouter les gens, faire le métier de psychologue, être dans mon métier d'humain. Et en fait, aujourd'hui, on est même, au même niveau avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, ça peut être une potentialité extraordinaire, mais ça peut être aussi notre pire aliénation. Quand je vois que des gens utilisent l'IA pour se dire comment je vais faire mes courses, comment je vais envoyer un email, comment je vais faire des choses qu'avant ils faisaient sans l'IA, non seulement ça m'horrifie sur cette espèce de délégation de leur intelligence à quelque chose qui pourraient faire eux-mêmes, mais en plus ça pollue la planète 10 fois plus, puisqu'on sait très bien que les IA, c'est 10 fois plus de pollution qu'Internet. Et donc, là, on est au cœur de quelque chose qui est aussi un défi pour l'humanité, c'est est-ce qu'on décide de devenir des teubés et de déléguer totalement notre intelligence à l'IA, ou est-ce que on décide d'en faire quelque chose d'extraordinaire au service, par exemple, pourquoi pas, de la, de la sobriété heureuse, parce que l'IA a une intelligence, enfin, une puissance de calcul, plutôt, elle n'est pas intelligente, l'IA, hein. Faut arrêter de croire ça. D'ailleurs, un problème de traduction qui fait qu'on l'a appelé IA, intelligence artificielle, mais peu importe. Aujourd'hui, l'IA a une puissance tellement énorme qu'on pourra mieux soigner les gens, hein. Je veux dire, j'ai vu une étude assez incroyable qui montre que quand on met un médecin, un oncologue qui va analyser des radiographies pour un cancer, quand il le fait tout seul, il est à peu près à 65% de taux de réussite. Avec l'IA, il est à 75%, et l'IA toute seule, elle est à 90%. Donc aujourd'hui, il faut plus qu'il regarde les radios, mais il faut qu'il s'occupe du patient, en fait. En fait, ce que va nous permettre l'IA, c'est d'être beaucoup plus humain si on décide de le faire comme ça, hein. Mais chaque outil, chaque chose que l'être humain développe, chaque activité qu'il développe, elle a une part d'ombre et une part lumineuse. Je prends un truc très simple qu'on va comprendre instantanément. Si je prends un couteau, par exemple, qui est un vieil outil qu'on a développé depuis longtemps, si je décide de voir et puis d'étaler sur des toasts euh, par exemple, je sais pas moi, du caviar d'aubergine ou du houmous, on va passer un bon moment de convivialité grâce au couteau, mais si je te le plante dans le ventre, ça va être moins sympa. L'IA, c'est pareil, elle va faire des mauvaises choses, elle est déjà en train de faire des mauvaises choses, elle est déjà en train de polluer la planète, mais elle est déjà au service aussi d'autres personnes qui sont au service de l'humanité et de la nature, et donc euh, il faut regarder le bilan. J'espère qu'il sera globalement positif si on prend conscience de ce que ça produit comme externalité négative, mais aussi comme externalité positive. Hmm. Eh bien, l'avenir le dira. On arrive à la fin de cet entretien, Pierre-Éric. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais souhaité aborder? Je crois que j'ai été très bavard. Je te remercie de m'avoir tendu le micro à ce point-là. Je crois qu'on a quand même fait le tour des Ouais. choses, pas mal fait le Alors, tour des choses. quels sont tes projets actuellement?
Écoute, je suis en train j'ai commencé une thèse en psychologie du travail sur l'éco-anxiété au travail. On ne parle pas assez de l'éco-anxiété au travail, sachant que derrière cette thèse, il a l'ambition d'être au service des entreprises, puisqu'elles sont trois quarts du problème, comme le dit Carbone 4, hein. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui celles qui polluent le plus dans le monde, c'est les entreprises, mais parce qu'elles sont au service du consumérisme, justement, et parfois du consumérisme excessif. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre que dans les entreprises, il y a forcément un éco-anxieux sur 10 qui a des problèmes de santé mentale, mais il y a aussi un éco-anxieux éco-préoccupé sur 4, puisque 25% aujourd'hui des gens sont éco-préoccupés en France. Donc ils sont forcément, selon la loi des grands nombres, aussi 1 sur 4 dans les entreprises. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on prenne conscience que ces éco-anxieux, il faut non seulement les aider à aller mieux quand ils ont un problème de santé, puis c'est une obligation légale au sein des entreprises, hein. Il y a ce qu'on appelle la notion de risque psychosocial. J'ai forgé un terme qui s'appelle le risque psychosocio-environnemental, parce que l'éco-anxiété, elle peut être causée par ce qu'on donne à faire aux gens, hein. J'ai eu un cas d'un patient qui a failli se suicider parce qu'on lui avait demandé de faire une tâche qui consistait, enfin une mission, pardon, qui consistait à accueillir Jean Jouzel et à faire un colloque autour de Jean Jouzel, donc le fondateur du GIEC. Il n'y connaissait rien en environnement et au bout de 3 mois de boulot, il a fait une tentative de suicide. Donc heureusement, il a été sauvé. Mais voilà, donc les entreprises peuvent avoir une responsabilité directe dans l'éco-anxiété de leurs collaborateurs. Et là, ça engage juridiquement leur responsabilité, hein. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sûreté dans le Code du travail, c'est l'article L41-21. Donc les employeurs ont ce devoir de préserver la santé et la sécurité de leurs travailleurs, quand bien même ils n'ont pas fait exprès. Donc c'est un peu comme sur un chantier, il peut y avoir un outil qui tombe, c'est pas l'employeur qui a fait exprès que l'outil tombe, mais s'il tombe sur la tête d'un collaborateur et qu'il n'avait pas son casque, bah, l'entreprise est responsable. Donc elle doit faire tout en sorte que les salariés soient protégés dans le cadre de leurs activités. Et protéger les gens contre les mauvaises nouvelles du climat, ça fait partie de ses obligations. Mais à l'inverse, si on prend les choses de façon positive, comme j'aime souvent le faire, c'est de dire, mais attendez, vous avez un potentiel d'éco-anxieux, qui sont plus ou moins éco-anxieux, hein, fortement, moyennement. Si vous prenez les fortement les moyennement éco-anxieux, vous avez les moyens de leur donner des missions pour accompagner votre transition environnementale qui va devenir obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 5000 personnes en 2030, grâce aux réglementations européennes. Et vous avez un gisement de personnes prêtes à vous aider à réussir cette transition environnementale de- que les institutions vous demandent d'actualiser. Et donc là, vous avez des gens que vous pouvez non seulement aider à aller mieux, hein, dans leur santé ou dans leur engagement personnel, mais en plus, ils vont vous aider à réussir cette transition environnementale. Donc voilà, en grande ligne, sur quoi pose le Hmm, sujet de ma thèse et ce sur quoi mes projets à venir se situent. génial, ok. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur la santé mentale ou l'éco-anxiété? Donc, anxiété, changement climatique et santé mentale. Ce qui est intéressant, c'est le sous-titre, enjeux cliniques et thérapeutiques. Et donc, c'est Alexandre et Irine, qui est un médecin psychiatre, qui a dirigé cet ouvrage. Et il y a notamment un article qui présente ce que la psychologie positive apporte au problème d'éco-anxiété. Et c'est le chapitre 4 qui s'appelle Apport de la psychologie positive à la gestion des difficultés émotionnelles associées à l'éco-anxiété. C'est absolument brillant. Et ça montre qu'il y a beaucoup de recherches qui vont dans le bon sens et c'est facile à lire, hein, donc c'est accessible au grand public, pour comprendre en fait comment on peut gérer la surcharge émotionnelle quand on est éco-anxieux, même pas forcément très éco-anxieux, puisque la surcharge émotionnelle a ce site terrible qu'elle nous bloque un peu dans l'action et qu'on rumine Hmm, un peu nos émotions négatives. d'accord, bah Voilà, donc ça, merci. c'est Hmm, vraiment un ouvrage hmm, que je recommande, qui est ok, vraiment très bien. très bien. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé mentale le plus longtemps possible? Il y a plein de choses que j'aurais envie de dire. Là, le premier conseil, alors ça serait plutôt plus qu'un conseil, ça serait une espérance, c'est-à-dire, il est possible de retrouver la paix intérieure, même dans les plus grandes détresses, hein, et même dans les plus grandes peurs. Il est possible de retrouver la paix intérieure.
Un message d'espoir. d'espérance. D'espérance, pardon. Alors, merci beaucoup Pierre-Éric de m'avoir accordé un peu de ton temps pour répondre à mes questions. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus, je mettrai en descriptif de l'épisode les liens vers ton site et la référence de ton livre sur l'éco-anxiété dont j'ai parlé au début. Et puis peut-être aussi un lien YouTube vers ton Requiem. Est-ce que ça existe? Oui, bien sûr, oui. Il a été, comment dirais-je, produit, édité et distribué par une maison Ok. de distribution. Donc on le trouve il est à la Fnac d'ailleurs. D'accord, ok. Et sinon, comment est-ce qu'on peut te suivre est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu consultes? Comment ça se passe? Alors oui, je consulte. Malheureusement, je suis assailli, donc j'ai plus beaucoup de disponibilité. Donc ça sera au cas par cas, en fonction de l'urgence. Je traiterai les urgences les plus grandes en priorité. Mais bien sûr, il faut pas hésiter à me contacter sur mon site de psychothérapeute. Tout à fait. Sur les réseaux aussi, peut-être On peut aussi vous contacter sur les réseaux. Je suis sur LinkedIn. D'accord. J'ai arrêté de multiplier les sollicitations. Je comprends. Voilà, donc je crois qu'on va peut-être se revoir lors d'un événement en ligne où on est tous les deux invités en février et en mars. Tout à fait. Un webinaire sur l'éco-anxiété en entreprise. Voilà. Exactement. Donc écoute, Pierre-Éric, il me reste plus qu'à te dire à bientôt et surtout, prends bien soin de toi. À bientôt, Tony. Prends soin de toi aussi. Et merci pour ce que tu fais. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle. Si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.